L'histoire du commando Kiefer est à la fois celle d'un engagement exceptionnel et d'un acte de bravoure mémorable pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette unité spéciale, constituée de volontaires français et commandée par Philippe Kiefer, a joué un rôle important lors du débarquement en Normandie et dans les opérations qui ont suivi, contribuant ainsi de manière significative à la libération de la France de l'occupation allemande. Le courage exceptionnel, la résilience et le sacrifice de ces hommes sont un symbole durable de la résistance française face à l'adversité. Chaque année, le 6 juin, lors des commémorations du jour J, leurs exploits sont rappelés, honorés et célébrés. Leur action héroïque sur les plages de Normandie, bien que souvent méconnue, est une partie importante du patrimoine historique et militaire de la France. De plus, l'impact des hommes du commando Kiefer ne se limite pas à la Seconde Guerre mondiale. Leur méthode, leur entraînement rigoureux et leur esprit de corps ont jeté les bases de ce qui allait devenir les forces spéciales françaises. Des unités, comme le commandement des opérations spéciales, le COS, et le premier RPIMA, régiment de parachutistes d'infanterie de marine, s'inspirent de l'héritage laissé par Kiefer et ses hommes. Ainsi, l'histoire du commando Kiefer continue de vivre non seulement à travers les commémorations et la reconnaissance de leur bravoure, mais aussi à travers l'impact durable qu'ils ont eu sur les forces spéciales françaises contemporaines. Leur histoire est un témoignage de dévouement, de courage et d'engagement envers la liberté qui continue de résonner dans le cœur de la France et doit continuer de résonner dans le cœur de tous les Français. Le concept de commando trouve son origine dans la Seconde Guerre des Boers, qui a eu lieu de 1899 à 1902. Un conflit qui opposa les forces britanniques aux Boers, des colons d'origine principalement néerlandaise en Afrique du Sud. Ces commandos étaient des unités de combat irrégulières, constituées de citoyens Boers qui étaient des fermiers et des ranchers de profession. Elles étaient organisées sur une base territoriale, chaque district fournissant un commando. Le terme commando lui-même vient du mot afrikaans commando, qui dérive du néerlandais et signifie commandement ou ordre. Les commandos Boer étaient remarquablement efficaces. Les hommes qui les composaient connaissaient parfaitement le terrain, étaient d'excellents tireurs et étaient capables de se déplacer rapidement et discrètement. Ils n'étaient pas des soldats de carrière, mais des citoyens soldats qui se battaient pour leur patrie. Ils n'avaient pas d'uniforme, mais étaient équipés de leurs propres vêtements et armes. Les tactiques de guérilla qu'ils utilisaient, combinées à leur capacité à vivre du pays, rendaient leur traque particulièrement difficile pour les forces britanniques. C'est cet esprit d'indépendance, cette capacité à opérer en petits groupes autonomes et cette connaissance du terrain qui ont inspiré la création des unités commando pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces unités devaient être capables de mener des raids éclairs derrière les lignes ennemies, de recueillir des renseignements et de semer le désordre avant de se retirer rapidement. En 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Winston Churchill décide la création d'une force d'assaut de 20 000 hommes en réponse directe à l'évolution rapide de la situation en Europe. Après la chute de la France, l'armée britannique, bien qu'elle ait réussi à évacuer la majeure partie de ses forces de Dunkerque, s'est retrouvée en nette infériorité face à la Wehrmacht allemande, qui est très bien organisée et techniquement avancée. De plus, le Royaume-Uni se trouvait sous la menace d'une possible invasion allemande. Churchill comprend que la bataille à venir ne peut être remportée par des méthodes conventionnelles. Il a besoin d'une nouvelle approche pour combattre les forces de l'Axe. C'est ainsi qu'il envisage la création d'une force d'assaut spéciale basée sur le concept des commandos des forces Boer. Ces unités seraient capables d'agir de manière furtive et déterminée derrière les lignes ennemies. Il veut que ces unités soient petites, légères, extrêmement mobiles et capables d'effectuer des missions de reconnaissance et de sabotage. La structure de ces nouvelles unités britanniques est très flexible. Elles peuvent être rapidement assemblées, équipées et déployées là où elles sont nécessaires. Et elles sont capables de mener une grande variété de missions. Les premiers commandos britanniques sont formés de volontaires provenant de toutes les branches des forces armées. Une fois formés, ces commandos sont déployés le long de la côte européenne, depuis le rivage atlantique français jusqu'au nord arctique de la Norvège. Leur mission principale est de recueillir des renseignements, de perturber les opérations ennemies et de semer la confusion dans le rang des ennemis. C'est dans ce contexte que Philippe Kiefer, membre des forces françaises libres, propose de créer une unité de commando composée uniquement de Français, qui deviendra le célèbre commando Kiefer, le seul bataillon français présent lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Cette unité, composée de 177 soldats, se distinguera en accomplissant avec succès des missions cruciales. Le commando Kiefer, officiellement connu sous le nom de 1er bataillon de fusiliers marins commando, a été intégré au commando numéro 4 britannique de la brigade de service spécial. Cette unité spéciale des forces françaises libres a été formée et dirigée par le capitaine de corvette Philippe Kiefer.
Philippe Kiefer est né le 24 octobre 1899 à Port-au-Prince en Haïti dans une famille d'origine alsacienne. Son père, un Alsacien qui avait refusé l'annexion de sa région natale par l'Allemagne après la guerre franco-prussienne de 1870, avait choisi de s'exiler en Haïti. Là-bas, il avait épousé une femme d'origine anglaise. Le couple a eu 4 enfants, dont Philippe était le cadet. Philippe a passé ses années de lycée à Jersey, dans les îles anglo-normandes, lui permettant ainsi d'acquérir une excellente maîtrise dans la langue anglaise. Après ses années de lycée à Jersey, il a choisi de poursuivre ses études aux États-Unis. Il s'inscrit dans une école de commerce à Chicago, où il obtient son diplôme. Après ses études, il retourne en Haïti, où il commence une carrière dans le secteur bancaire. Il devient rapidement directeur de la Banque nationale de la République et secrétaire de la Chambre de communication d'Haïti. Ces emplois lui permettent d'acquérir une précieuse expérience en gestion et en leadership, et c'est également en Haïti qu'il se marie et a ses 2 premiers enfants. Ces expériences, bien que loin du monde militaire, ont joué un rôle crucial dans la formation de l'homme que Philippe Kiefer allait devenir. Elles ont forgé son sens de l'organisation, du leadership et de la discipline, compétences qu'il mettra plus tard au service de notre nation. En mars 1939, Kiefer revient en France avec la ferme intention de servir son pays en rejoignant l'armée. Bien qu'âgé de 40 ans à l'époque, un âge considéré comme avancé pour le service militaire, il ne se laisse pas dissuader et se présente volontairement pour servir. Initialement, il est nommé sous-lieutenant interprète militaire dans l'armée de terre, profitant de son excellente maîtrise de l'anglais acquise pendant ses années à Jersey et aux États-Unis. Cependant, son destin change de cap lorsqu'il rentre dans la marine le 10 septembre 1939. Il devient quartier-maître, secrétaire auprès de l'amiral Jean-Marie Charles Adrial, qui est alors commandant du théâtre des opérations du Nord. Là, il utilise ses compétences en gestion et en administration qu'il a acquis lors de ses années de travail dans la banque. L'invasion allemande de la France en mai 1940 change radicalement la situation. Après la défaite de la France en juin 1940, Kiefer, comme beaucoup d'autres, est confronté à un choix difficile. Il décide de répondre à l'appel du général de Gaulle qui exhorte les Français à poursuivre la lutte depuis Londres. Après l'annonce de la capitulation de la France face à l'Allemagne nazie le 17 juin 1940, de Gaulle a prononcé le lendemain, le 18 juin 1940, un discours à la BBC depuis Londres, appelant les Français à continuer la lutte. Kiefer a été l'un des premiers à répondre à cet appel historique. Le 19 juin 1940, il quitte la France pour le Royaume-Uni, un jour seulement après le discours de Gaulle. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Le 1er juillet 1940, les FNFL, les Forces navales françaises libres, sont créées, et Kiefer s'y engage immédiatement. Les FNFL étaient composés de marins français qui avaient choisi de continuer à lutter contre l'Axe, soit en rejoignant la Royal Navy, soit en servant sur des navires français qui étaient hors de portée de l'armistice avec l'Allemagne. Kiefer reçoit le poste d'officier de réserve interprète et du chiffre. Son rôle principal est alors de faciliter les communications entre les forces alliées.
Kiefer a été profondément impressionné par l'efficacité des commandos britanniques. L'un des raids qui l'a marqué était celui mené par les commandos sur l'île de Lofoten, en Norvège, le 4 mars 1941. Cette opération nommée Claymore visait à détruire des installations d'huile de poisson utilisées par les Allemands pour produire du glycérol, un composant clé pour la fabrication d'explosifs. L'opération menée sans perte du côté allié et avec des résultats significatifs a démontré la valeur des petites unités spécialisées pour mener des raids éclairs contre des cibles spécifiques. Ce type d'action audacieuse et efficace a convaincu Kiefer de l'importance de disposer de commandos similaires au sein des forces françaises libres. Avec l'autorisation de ses supérieurs, en janvier 1942, il a donc commencé à former une unité de commando entièrement française, connue sous le nom de Troupe 1. Il a commencé avec une petite équipe de volontaires recrutés parmi les forces navales françaises libres, environ une vingtaine d'hommes. Ces volontaires ont été envoyés au centre d'entraînement commando d'Ashnakari en Écosse, où ils ont suivi une formation intensive. Ce centre était reconnu pour la rigueur et la difficulté de son programme d'entraînement. Les hommes y étaient soumis à des conditions difficiles pour les endurcir et les préparer à mener des opérations commando derrière les lignes ennemies. Ils ont appris à survivre dans des conditions difficiles, à naviguer sur différents types de terrains, à manier diverses armes et explosifs, à pratiquer des techniques de sabotage et à collecter des renseignements. Avant le célèbre débarquement du 6 juin 1944, les hommes du commando Kiefer ont participé à plusieurs opérations significatives en collaboration avec les forces britanniques. Ces missions étaient des opérations de commando de petite échelle, souvent effectuées pour recueillir des renseignements, détruire des installations spécifiques ou tester des défenses de l'ennemi. Ces opérations ont permis aux hommes du commando Kiefer d'acquérir une expérience précieuse de combat réel. La première de ces opérations fut l'opération Jubilé, également connue sous le nom de Raid sur Dieppe, qui a eu lieu le 19 août 1942. 15 hommes de la troupe 1, sous les ordres de l'officier de 2e classe Francis Wursch, participèrent à ce raid aux côtés des commandos britanniques et canadiens. Malheureusement, il s'est soldé par un échec et a coûté la vie à de nombreux participants, dont un membre du commando Kiefer. Un autre membre du commando a été capturé, mais a réussi à s'évader et à rejoindre l'unité 10 mois plus tard. La deuxième opération à laquelle les hommes de Kiefer ont participé fut l'opération Forfar, également connue sous le nom de Raid sur Le-Tot, qui a eu lieu entre le 1er et le 4 septembre 1942. 2 commandos français ont été détachés pour travailler avec le 12e commando britannique, formant la force J, et ils ont effectué une mission de reconnaissance spéciale sur les côtes françaises à Le-Tot, à 53 km du Havre. Ensuite, le commando Kiefer a participé au cycle des opérations Artak, une série de reconnaissances spéciales sur les côtes françaises effectuée entre le 23 décembre 1943 et le 20 janvier 1944. Les commandos ont effectué 5 missions distinctes pendant cette période et ont subi plusieurs pertes avec des hommes blessés, tués et portés disparus. Enfin, l'opération Premium, qui a eu lieu les 27 et 28 février 1944 à Wassenaar, en Hollande, a également vu la participation des hommes de Kiefer. Cette opération faisait partie d'une série de raids menés par les forces alliées dans le but de distraire les forces de l'Axe et de tester leur défense en préparation de l'invasion de la Normandie. Philippe Kiefer est promu lieutenant de vaisseau puis capitaine de corvette à la veille du jour J le 5 juin 1944. Son ascension dans la hiérarchie militaire témoigne de son dévouement et de son leadership exceptionnel. Kiefer débarque en Normandie à la tête de son unité, le 1er bataillon de fusiliers marins commando français. Cette force était composée de 2 troupes de combat et d'une demi-troupe d'appui, soit un total de 177 soldats français libres. Ils étaient les seuls soldats français en uniforme à participer au débarquement, l'opération Overlord. L'unité de Kiefer a débarqué sur la plage de Sword Beach, précisément dans le secteur nommé Queen Red. Cette plage, l'une des 5 plages choisies pour le débarquement en Normandie, était située sur la côte nord-est de la Normandie. Sword Beach, avec son sol composé principalement de galets, s'étendait sur environ 8 km de Ouistreham à Saint-Aubin-sur-Mer et était la plage la plus à l'est de la zone de débarquement. Le secteur Queen Red était l'un des 9 secteurs de débarquement assignés sur Sword Beach. Il était considéré comme l'un des plus difficiles. Il était situé à l'extrémité de Sword, juste à l'ouest de la ville de Ouistreham, où se trouvait un casino fortifié, un objectif clé pour le commando Kiefer. Lors de l'assaut initial, les hommes de Kiefer ont rencontré une résistance intense de la part des troupes allemandes qui avaient érigé des défenses solides le long de la plage. Les défenses allemandes comprenaient des nids de mitrailleuses, des obstructions de plage, des champs de mines et des bunkers fortifiés. Malgré cela, les hommes de Kiefer ont fait preuve d'un courage exceptionnel et d'une détermination inébranlable.
Ils ont combattu avec acharnement, faisant face à un tir nourri et constant. En dépit des pertes, ils ont réussi à établir une tête de pont sur la plage, permettant ainsi aux forces alliées de débarquer et de commencer à progresser à l'intérieur des terres. C'est dans ces moments d'intenses combats que le commando Kiefer a montré son excellence au combat. Le courage des soldats et leur détermination à remplir leur mission, malgré les pertes et les conditions difficiles, ont grandement contribué à la réussite de l'opération Overlord et au tournant final de la Seconde Guerre mondiale. La ville de Ouistreham avait une importance stratégique majeure lors du débarquement allié le 6 juin 1944. Par sa position sur la côte et sa proximité avec la ville clé de Caen, Ouistreham était considéré comme un verrou permettant d'accéder à l'arrière-pays normand. Le commando Kiefer avait pour mission principale de sécuriser cette ville. Pour cela, il devait neutraliser un point de défense allemand crucial, un casino. Ce bâtiment avait été transformé par les Allemands en un bunker fortifié dominant la plage et la ville. Les forces allemandes avaient installé des mitrailleuses et des mortiers dans cette position fortifiée, ce qui leur permettait de tenir à distance les forces alliées. L'assaut contre le casino fut une tâche difficile, les hommes de Kiefer ont dû faire face à une résistance farouche des défenseurs allemands. Cependant, ils ont réussi à détruire cette position défensive, permettant ainsi aux Alliés de prendre le contrôle de Ouistreham. Outre le casino, un autre objectif important du commando Kiefer était de détruire le central téléphonique de Ouistreham. Les forces allemandes utilisaient ce central pour coordonner leur défense dans la région. En neutralisant cette infrastructure de communication, le commando Kiefer a réussi à entraver la capacité des Allemands à réagir efficacement à l'avancée des forces alliées. Ce double succès a eu un impact significatif sur les opérations alliées en Normandie. Il a non seulement permis aux Alliés de sécuriser un point de débarquement crucial, mais a également servi de tremplin pour des offensives ultérieures dans l'arrière-pays normand. Enfin, le commando Kiefer avait pour mission de prendre le contrôle du pont de Bénouville, qui fut rebaptisé Pegasus Bridge, en hommage à l'opération menée par les parachutistes britanniques de la 6e division aéroportée. Ce pont stratégique enjambait le canal de Caen à la mer, et sa capture était indispensable pour sécuriser l'axe de progression des forces alliées vers l'intérieur des terres. Pegasus Bridge était un objectif de première importance, car il constituait l'une des principales voies de communication entre la ville de Caen et la côte. Le contrôle de ce pont permettait de protéger le flanc de la tête de pont allié en bloquant l'accès aux blindés et à l'infanterie allemande qui pourrait potentiellement contre-attaquer à partir de l'est. Les hommes de Kiefer devaient rejoindre et assister les parachutistes britanniques qui avaient pour mission de s'emparer du pont dans la nuit précédant le débarquement principal. Après le succès des parachutistes dans cette opération audacieuse, les commandos français avaient pour tâche de consolider cette position, d'établir un périmètre de défense et de tenir le pont face à d'éventuelles contre-attaques allemandes. L'opération fut un succès et le commando Kiefer a joué un rôle essentiel pour maintenir ce point stratégique aux mains des Alliés. La prise et la défense réussie de Pegasus Bridge ont grandement facilité l'avancée des troupes alliées en Normandie et ont contribué à la réussite globale de l'opération Overlord. Après leur action héroïque lors du débarquement en Normandie, les unités du commando Kiefer n'ont pas cessé d'opérer en première ligne. Leur implication dans la libération de l'Europe du joug des nazis s'est poursuivie avec la campagne militaire des Pays-Bas. En novembre 1944, le commando a joué un rôle clé lors de la bataille de l'Escaut. Cette bataille avait pour objectif de libérer l'estuaire de l'Escaut, ce qui était nécessaire pour permettre l'utilisation du port d'Anvers par les forces alliées. L'accès à ce port était essentiel pour faciliter l'acheminement des approvisionnements nécessaires à la poursuite de la guerre. L'unité de Kiefer a participé à l'opération Infatuat, qui a eu lieu du 1er au 8 novembre 1944. Au cours de cette opération, le commando Kiefer a été débarqué sur l'île de Walcheren aux Pays-Bas, en coordination avec les commandos britanniques. Ils ont réussi à prendre la ville de Flessing, contribuant ainsi à l'ouverture de l'estuaire de l'Escaut. Au début de 1945, le commando Kiefer a continué d'opérer en territoire ennemi. Au cours du cycle d'opération Interperat, qui a eu lieu du 17 janvier au 19 février 1945, les commandos ont mené des missions de reconnaissance spécialisées en territoire allemand, débarquant la nuit pour recueillir des renseignements cruciaux. Enfin, lors de l'opération Interruption 1, qui s'est déroulée les 11 et 12 mars 1945, les hommes du commando Kiefer ont une fois de plus montré leur courage et leur expertise en effectuant des missions de reconnaissance en zone ennemie. Malgré des conditions de combat particulièrement ardues et la perte tragique de nombreux hommes, le commando a accompli des exploits remarquables. Ils ont bravé l'intensité du feu ennemi, les obstacles naturels et artificiels et la peur constante pour atteindre leur objectif stratégique. Leur courage et leur résilience sur le champ de bataille ont été reconnus au plus haut niveau par le général Charles de Gaulle lui-même. Les membres survivants du commando Kiefer ont été décorés de la Croix de guerre avec palme, une distinction militaire française prestigieuse qui récompense les actes de bravoure face à l'ennemi.
La palme de bronze qui orne la croix de guerre symbolise une citation à l'ordre de l'armée. C'est une marque d'honneur supplémentaire qui souligne l'extraordinaire courage dont ont fait preuve ces hommes dans des circonstances extrêmement difficiles. Il convient de souligner que ces décorations, bien que représentant une reconnaissance formelle et nécessaire, ne peuvent pleinement refléter l'ampleur du sacrifice et de la bravoure de ces hommes. Leur héritage perdure bien au-delà des médailles et des récompenses dans l'histoire de la libération de la France, dans les leçons de courage et de résilience qui ont été léguées et dans le souvenir de leur détermination inébranlable face à l'adversité. Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, l'unité du commando Kiefer a été dissoute. Les hommes courageux qui en faisaient partie ont rejoint d'autres unités militaires ou sont retournés à la vie civile, en emportant avec eux les leçons et les expériences vécues sur le champ de bataille. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Philippe Kiefer a quitté l'armée avec le grade de capitaine de corvette, honoré et respecté pour ses exploits. En septembre 1945, il a choisi de se lancer dans la politique et a été élu conseiller général à Isigny-sur-Mer, une commune du Calvados en Normandie. Parallèlement à son mandat de conseiller général, Kiefer a également occupé un poste de conseiller municipal à Grand-Camp-les-Bains, une autre commune du Calvados où il possédait une résidence. Cette localité se trouve à proximité des sites historiques du débarquement de Normandie où lui-même et ses hommes avaient joué un rôle crucial. Kiefer, qui s'était présenté aux élections législatives de 1946, n'a pas réussi à se faire élire. Suite à cet échec, il a décidé de se retirer de la vie politique, il démissionne de ses postes et reprend sa carrière civile. Peu de temps après, il s'est rendu en Allemagne en tant que représentant de l'Agence interalliée des réparations, une organisation chargée de régler les questions de réparation de guerre. En 1950, Kiefer a déménagé avec sa famille à Cormeilles en Parisie, une commune située dans le Val d'Oise en région d'Île-de-France. C'est à cette époque qu'il a rejoint l'OTAN, apportant son expérience et sa connaissance des opérations militaires à cette organisation intergouvernementale. Quelques années plus tard, en 1954, il a été promu au grade de capitaine de frégate de réserve, en reconnaissance de ses compétences et de son expérience militaire. En 1962, alors qu'il était atteint d'hémiplégie, Kiefer a été conseiller sur le film Le jour le plus long, qui retrace l'histoire du débarquement de Normandie. Malheureusement, cette année-là, il est décédé dans sa maison de Cormeilles en Parisie et il a été inhumé à Grand-Camp-les-Bains, près de la plage qu'il avait aidé à libérer. Enfin, Kiefer a laissé un important témoignage écrit de ses expériences pendant la guerre. Son livre de souvenirs Béret Vert, paru en 1948, est considéré comme un classique du genre. Il raconte avec force et détail les exploits, les défis et les triomphes de son unité, perpétuant ainsi le souvenir de leur courage et de leur dévouement. Pour conclure cette vidéo, il est essentiel d'honorer une figure remarquable et encore vivante de cette époque cruciale de l'histoire, Léon Gauthier. Aujourd'hui centenaire, Léon Gauthier est le dernier membre encore en vie du commando Kiefer. Né le 27 octobre 1922 à Rennes, Léon Charles Alexandre Gauthier s'est engagé très jeune dans la lutte contre l'oppression. En tant que fusilier marin dans les forces françaises libres, il a embrassé l'appel de la liberté et a montré un courage exceptionnel sur le champ de bataille. Il est important de se souvenir que M. Gauthier fait partie des 177 Français qui ont participé au débarquement en Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est le dernier d'entre eux qui est en vie. Au cours de cette opération, il a fait preuve d'une bravoure et d'une détermination hors du commun, tout comme ses camarades du commando Kiefer. Il a combattu aux côtés de ses frères d'armes, surmontant les défis et les dangers avec un sens du devoir et du dévouement indéfectible. Aujourd'hui, âgé d'un peu plus de 100 ans, Léon Gauthier est une source précieuse d'informations sur cette période charnière de l'histoire. Il est un témoin vivant des sacrifices, des luttes et des triomphes de sa génération. Sa vie et son service illustrent l'esprit de résistance et de détermination qui a permis à la France et à ses alliés de surmonter les défis de la Seconde Guerre mondiale. C'est en reconnaissant et en honorant des hommes comme Léon Gauthier que nous nous souvenons de l'importance de la liberté, du courage et de la résilience face à l'adversité. Léon Gauthier avait une vie relativement ordinaire avant la guerre, travaillant comme apprenti carrossier. Cependant, à l'âge de 17 ans, en février 1940, il sentit l'appel du devoir et s'engagea dans la marine, l'une des rares forces armées qui acceptait les recrues aussi jeunes à l'époque. Il fut rapidement impliqué dans des missions de défense du port de Cherbourg et de Carentan, gagnant une expérience pratique en tant qu'apprenti canonnier sur le cuirassier Courbet. Après la défaite de la France, sa vie prend un tournant décisif lorsqu'il entendit parler de l'existence de la France libre basée à Londres. Inspiré par cette révélation, il prit la décision audacieuse de la rejoindre en juillet 1940.
Il fut l'un des participants du défilé du 14 juillet à Londres, marquant ainsi sa solidarité avec la cause libre, en présence du général de Gaulle et du roi George VI. Gautier effectua des missions dans l'océan Atlantique sur le navire Le Gallois, avant d'être affecté sur le sous-marin Surcouf pour des missions en Afrique et au Moyen-Orient. En 1943, il se porta volontaire pour intégrer le commando Kiefer. Fin mai 1944, Gautier fut mis au courant des préparatifs du débarquement de Normandie. Le 6 juin, il fit partie des 177 Français qui débarquèrent sur les plages de Normandie, participant à l'intégralité de cette bataille historique pendant 78 jours. Suite à une blessure à la cheville, il ne peut participer au combat aux Pays-Bas. Après la guerre, il revient à la vie civile. Il épousa Dorothy Banks, une Britannique du corps des transmissions qu'il avait rencontrée en Angleterre et avec laquelle il s'était fiancé en 1943. Ensemble, ils eurent 2 enfants. Gautier reprit son ancien métier de carrossier en Angleterre, puis en Afrique pour la Compagnie française de l'Afrique occidentale. Puis il devient expert en automobile. Aujourd'hui, résidant à Ouistreham, près du lieu où il a débarqué le 6 juin 1944, Gautier consacre une grande partie de son temps à gérer le musée numéro 4 Commando et à présider l'amicale des anciens du commando Kiefer. Très investi dans la préservation de la mémoire historique, il s'attache à raconter son expérience de soldat et à transmettre l'importance du devoir de mémoire à la jeunesse. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir visionnée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec votre famille et vos amis. Ça permettra à mon petit niveau de perpétuer le souvenir de ces hommes exceptionnels et courageux qui se sont battus pour notre nation. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.